Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2024. Alors, dans cette vidéo, épisode 2 sur la continuité, nous allons parler du théorème des valeurs intermédiaires et d'une conséquence de ce théorème appelé corollaire. Ensuite, nous ferons un exercice. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un polycopie en format PDF et aussi un lien vers mon blog où je continue d'améliorer certains documents. Dans mon blog, il y a des documents concernant la spécialité, les maths expertes et parfois des activités d'approfondissement pour un lien avec l'enseignement supérieur de première année. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un pouce levé, ça m'encourage à continuer. J'en ai très peu. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message. Et puis, si vous voulez, par exemple, des exercices de maths experte, je pourrais en faire. Mais pour l'instant, je n'ai eu aucune demande depuis le mois de février 2024 où je fais des vidéos. Une première activité pour approcher le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, approche 1, la fonction g est continue sur l'intervalle 1, 5, fermé en 5, est telle que g de 1 égale 4 et g de 5 égale moins 3. Question 1, représentez graphiquement 3 courbes C de G répondant aux hypothèses. Deuxième question, donnez le nombre de points d'intersection avec l'axe horizontal pour chaque courbe C de G. Alors, cette petite approche pouvait décontenancer certains élèves. Je donnais pas la figure. Et donc, ce qui se passait en classe, c'est que certains, parfois, ne décollaient pas. Alors, dans ce cas-là, je posais la question, comment vous allez pouvoir rejoindre le point A de coordonnées 1, 4, puisque G de 1 égale 4, au point B de coordonnées 5, moins 3, puisque G de 5 égale moins 3. Alors, s'il le fallait, je demandais la courbe la plus simple. Alors, en général, il y a quand même des élèves qui me disaient, monsieur, on n'a qu'à tracer le segment AB. Effectivement, c'est une solution. Donc, je vous propose d'essayer d'éviter cette solution triviale, mais bon. Voilà. Et puis, quand je voyais les dessins, les figures, quand je passais dans les rangs, parfois, je voyais qu'un seul point d'intersection pour les 3 courbes. Donc, je demandais aux élèves d'essayer de tracer une courbe ayant plusieurs points d'intersection. Et puis, pour finir, parfois, les élèves, ils n'avaient pas de nombre de points d'intersection pair. Donc, je leur demandais d'essayer de me tracer une courbe avec 2 points d'intersection. Ou 4. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de prendre une feuille, un stylo, et puis d'essayer de répondre à cette question. La réponse, ce sera dans quelques instants. Alors, je vais vous parler tout de suite de l'approche 2, que j'appelle vers le théorème de la solution unique, qui est une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Donc là, la fonction f est continue strictement décroissante sur l'intervalle 1, 5, est telle que f de 1 égale 4 et f de 5 égale moins 3. Donc la question 1 représentait plusieurs courbes C de f répondant aux hypothèses. Et puis, question 2, donner le nombre de points d'intersection avec l'axe horizontal pour chaque courbe C de f. Bon, évidemment, la figure, c'est la même. Voilà. À vous de jouer. Alors, la prochaine, question 1, représenter graphiquement 3 courbes C de G répondant aux hypothèses. Bon, je rappelle que la fonction G est continue sur l'intervalle 1, 5 est telle que G de 1 égale 4 et G de 5 égale moins 3. Alors voilà, je vous propose, moi, 3 courbes que j'ai représentées grâce au logiciel GeoGebra. Alors, la courbe bleue qui rejoint A et B va couper l'axe des abscisses en un seul point. La courbe rouge va couper l'axe des abscisses en 1, 2, 3 points. Et puis la courbe verte va couper l'axe des abscisses ici quasiment en 2. Et puis on a une valeur comprise entre 3 et 4. Et là, il n'y a que 2 points d'intersection.
Question 2, donner le nombre de points d'intersection avec l'axe horizontal pour chaque courbe C2G. Alors, si on se fie à la représentation graphique ci-dessus, évidemment, on en a 1 ou 2 ou 3. Mais on peut en obtenir 1, 2, 3, 4, 5, et même on peut en avoir une infinité. Par exemple, si vous intéressez à la fonction sinus sur grand R, ben la fonction sinus s'annule en tout réel de la forme k fois pi, où k est un antirelatif, et donc il y en a une infinité. Alors une petite remarque, parce que certains de mes élèves me disaient oui, enfin bon, 2 points d'intersection, certains n'étaient pas toujours convaincus. Alors je leur donnais un exemple avec une fonction qui va être définie par g de x égale x moins 2 au carré facteur de x plus 1. On l'a tracé sur la calculatrice. Ici, c'est avec GeoGebra que j'ai fait le tracé. Et la courbe CG et l'axe des abscisses ont 2 points d'intersection. Il y a le point A d'abscisse moins 1 et le point B d'abscisse 2. Bon. Voilà. Approche 2 vers le théorème de la solution unique. Alors, question 1, représenter graphiquement une courbe C de f répondant aux hypothèses. La fonction f est continue strictement décroissante sur l'intervalle 1, 5, est telle que f de 1 égale 4 et f de 5 égale moins 3. Alors, un exemple obtenu à main levée, c'est avec le logiciel GeoGebra. Il y a une rubrique où on peut trouver notamment le mot croquis ou le mot stylo, et ça permet de faire des tracés à la main. Alors ici, pourquoi j'ai demandé qu'une seule courbe? Bon, parce que, en fait, pour passer de A à B, vu que la fonction f est continue et strictement décroissante, quel que soit l'exemple qu'on va apprendre, en fait, il n'y aura qu'un seul point d'intersection que j'ai appelé grand Z ici sur la figure. Donc, question 2, donner le nombre de points d'intersection avec l'axe horizontal pour chaque courbe C de f. Il y a un seul point d'intersection pour l'exemple donné, et puis quel que soit l'exemple donné, il n'y en a qu'un seul. Donc, un seul point d'intersection, c'est pour ça que j'ai appelé le théorème de la solution unique. On va voir que c'est une solution unique à une certaine équation. Le cours. Donc, paragraphe 1, théorème des valeurs intermédiaires. Alors, je vais m'appuyer sur un exemple que je vais utiliser plusieurs fois, donc je l'appelle fil rouge. La fonction f est définie sur l'intervalle moins 2 par f de x égale 1 plus 3x moins x au cube. Et puis, on s'intéresse à l'équation f de x égale 2. Alors, vu qu'on a la courbe de f, on trace aussi la droite d'équation y égale 2. Évidemment, on peut faire ça aussi à l'aide d'une calculatrice, et puis on s'aperçoit que la droite d'équation y égale 2 semble couper la courbe en 3 points, ce qu'on admet, que j'ai appelé ABC, puis les abscisses des 3 points ABC, je les ai appelés petit a, petit b, petit c. Alors, propriété qui est admise dans le cadre de la classe de terminale, c'est que si on s'appuie sur le dessin, si on part du point le plus à gauche de la courbe C de f et qu'on veut rejoindre le point le plus à droite de la courbe C de f, on va être amené en fait à traverser la droite d'équation y égale 2. Alors ici 3 fois, mais ça dépendra évidemment de la fonction. Et donc l'énoncé, c'est si f est une fonction continue sur un intervalle AB, fermé en A, fermé en B, alors pour tout réel k compris entre f de A et f de B, il existe au moins un réel C de l'intervalle AB tel que f de C égale K. Bon, j'espère qu'avec l'approche 1 et puis l'exemple ci-dessus, vous comprenez cet énoncé. Alors pourquoi est-ce qu'on dit pour tout réel K compris entre f de A et f de B? C'est parce que on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop les variations de la fonction f, on ne sait pas si c'est f de A plus petit que f de B ou f de A plus grand. Bon. Alors avec l'exemple fil rouge, question montrer que l'équation f de x égale 2 a au moins une solution dans moins de 2. Alors c'est là que je vous ai mis un point de départ, grand D, un point d'arrivée que j'ai appelé grand E. Alors grand D a pour abscisse moins 2 et puis pour donner 3.
Grand E, il a pour abscisse 2 et pour ordonnée -1. Et donc, l'ordonnée de D, c'est 3, l'ordonnée de E, c'est -1. Donc, entre 3 et -1, il va bien falloir qu'on passe par la valeur 2, une valeur intermédiaire. Donc, voilà comment on peut rédiger. F est continu sur l'intervalle -2, 2. F de -2 vaut 3 et F de 2 vaut -1. Et comme le nombre 2, il appartient à -1, 3, il est compris entre f de -2 et f de 2. Et en fait, ici, il faudrait plutôt dire que f de 2 est strictement inférieur à 2, strictement inférieur à f de -2, parce que la fonction f, elle est telle que, pour le point de départ, l'ordonnée est plus grande que celle du point d'arrivée. Et donc, l'équation f de x égale 2 a au moins une solution dans l'intervalle -2, 2, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, plus important, notamment pour le bac, c'est le corollaire de ce théorème des valeurs intermédiaires. Alors, le mot corollaire, parfois, on ne le connaît pas forcément quand on arrive en terminale. On ne peut pas l'utiliser très souvent en terminale. Vous pouvez aller voir dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Bon, tout simplement, j'ai envie de vous dire, vous le remplacez par le mot conséquence. Alors, la propriété, si f est une fonction continue et strictement monotone, sur l'intervalle AB fermé en A, fermé en B, et donc on pourra dire, attention, que le mot monotone, c'est soit elle est strictement croissante, soit elle est strictement décroissante sur l'intervalle AB. Alors, pour tout réel k compris entre f de A et f de B, il existe un seul réel, c'est de l'intervalle AB, tel que f de C égale k. Donc ici, c'est un seul. On verra un exemple après les démonstrations. Alors pour la démonstration, on va déjà s'intéresser à ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut trouver un seul réel C. Et donc en trouver un seul, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait au moins un et qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors au moins, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Comme la fonction f, elle est continue sur l'intervalle AB, fermé en A, fermé en B, et que k est un réel compris entre f de A et f de B, et on peut dire qu'il existe au moins un réel C de l'intervalle AB tel que f de C égale k, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Alors ensuite, il va falloir démontrer que ce nombre C, il n'y en a qu'un. Alors on va faire comme s'il y en avait deux, et puis on va voir qu'il va y avoir une impossibilité à ce qu'il y en ait deux, par exemple. On suppose qu'il existe deux réels C et D de l'intervalle AB tels que f de C égale f de D égale k. Alors, on va supposer aussi que f est strictement croissante sur l'intervalle AB. Ici, à vous de faire la démonstration si f était strictement décroissante. Et puis, on va se poser la question de savoir si C peut être différent de D. Alors, s'il y a deux possibilités, si C est strictement inférieur à D, alors f de C va être strictement inférieur à f de D, car on a supposé que f était strictement croissante sur AB. Et donc, on obtiendrait k strictement inférieur à k, ce qui est impossible. Bon, de manière analogue, si D est strictement inférieur à C, alors f de D est strictement inférieur à f de C, c'est-à-dire k est strictement inférieur à k, ce qui est impossible. Donc, on ne peut pas avoir C plus petit que D, on ne peut pas avoir D plus petit que C, ça veut dire que D égale C. Donc, on en déduit qu'il existe un seul réel C de l'intervalle AB, tel que f de C égale k. Alors, pour l'exemple fil rouge, la question, c'est montrer que l'équation f de x égale 2 a une solution unique. Alors, attention, dans -1, 1. Donc, j'ai repris la figure et puis j'ai colorié, en fait, la courbe de f en bleu, en pointillé, et puis je l'ai colorié en noir, la partie qui nous intéresse de la courbe, puisqu'ici, on nous dit de travailler dans l'intervalle -1, fermé en -1, fermé en 1. Et donc, en fait, on va considérer que le morceau de la courbe qui part du point G, ici sur la figure, et qui arrive au point H. Alors, le point G, lui, il a pour abscisse -1 pour donner -1, et le point H a pour abscisse 1 et pour donner 3. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Comment on va rédiger ça? F est continu sur l'intervalle -1, puisque f, c'est une fonction polynôme sur -1.
pourrait aussi dire, parce qu'on sait qu'une fonction polynôme sur un intervalle est dérivable sur cet intervalle, donc elle est continue sur cet intervalle. F, elle est strictement croissante sur un intervalle moins 1. L'image par F de moins 1, eh bien F de moins 1, c'est moins 1. Et F de 1, c'est 3. Donc, l'image par F de l'intervalle moins 1, fermé en moins 1, fermé en 1, c'est l'intervalle moins 1, 3, fermé en moins 1, fermé en 3. Ensuite, on dit que le fameux réel 2, il appartient à l'intervalle moins 1, 3. Le nombre 2 est bien compris entre l'ordonnée de G et l'ordonnée de H. On trace la droite d'équation Y égale 2, elle ne coupe la courbe qu'en un seul point, qui est le point B, l'abscisse petit b. Et donc on en déduit que l'équation f de x égale 2 a une solution unique petit b dans l'intervalle moins 1, 1, fermé en moins 1, fermé en 1, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors on verra dans l'exercice qu'il y a une autre façon de justifier qu'il n'y a qu'une seule solution à l'équation, f de x égale 2 par exemple ici, dans l'intervalle moins 1, 1, en utilisant un tableau de variation. À voir tout à l'heure. Maintenant, je vais vous proposer un approfondissement. On va se poser la question de savoir si la réciproque du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires est vraie ou fausse. Alors voilà ce que je proposais à mes élèves, tout simplement de prendre la fonction f de x égale x pour tout réel x de 0, 1. Donc j'ai tracé un carré qu'on appelle le carré unité, OIKJ de côté 1, et puis on a tracé évidemment un segment qui rejoint OAK. Alors on peut déjà vérifier que le théorème des valeurs intermédiaires va être, en tout cas son corollaire va être vérifié ici. Donc je considère une droite d'équation y égale k. Ici k vaut 0,33, l'affichage. Cette droite coupe bien la courbe de f en un seul point, et puis quelle que soit la valeur de k, alors j'arrive pas à faire bouger comme je veux. Voilà, vous devez pouvoir vous en apercevoir. Petit problème technique. Et puis, je demandais aux élèves s'ils pouvaient modifier cette courbe de f pour faire en sorte que l'équation f de x égale k possède une unique solution dans l'intervalle 0,1 et de faire en sorte que la fonction qu'ils allaient essayer de trouver ne soit pas continue ou strictement monotone. Alors en fait, il y a un petit truc. Si on conserve le milieu du segment OK, par exemple, vous allez voir ça après, le milieu du segment OK, je décale un peu la droite pour que vous puissiez voir ce qui va se passer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le bâton en deux, et puis le bâton que j'ai coupé en deux, le deuxième bâton par rapport au milieu, qui rejoint le milieu du segment et le point K, et je l'ai tourné. Alors ici, on obtient la courbe représentative d'une certaine fonction. Sur l'intervalle 0,1,5, elle est égale à x, et puis sur l'intervalle 1,5, 1, elle a une expression que je ne vais pas donner, parce que c'est pas ce qui nous intéresse ici. Je vais essayer de refaire bouger la droite. Et puis, on va pouvoir constater, a priori, qu'effectivement, l'équation f de x égale k admet toujours une solution unique. Alors, il va y avoir juste à regarder ce qui se passe, par exemple, ici, pour k égale 1,5. Alors, il faut, en fait, soit conserver le point du segment bleu, soit celui du segment rouge. Il y en a un qu'on conserve et l'autre qu'on élimine. Alors, il faudrait mettre un petit point, un crochet, une croix, bon.
Par contre, ici, tout en haut, là, pour y égale 1, il faut conserver le point du segment rouge. Mais à chaque fois, il n'y a qu'une seule solution. Alors évidemment, ici, cette fonction n'est pas continue sur 0,1, n'est pas strictement monotone non plus sur 0,1, puisque sur 0,1,5, elle est strictement croissante, et sur 1,5,1, elle est strictement décroissante. Mais bon, voilà, donc la réciproque est fausse. Alors ce qui est assez amusant, c'est que si on redécoupe le premier segment bleu en deux petits segments par le même procédé, le segment rouge quasiment par le même procédé aussi, voilà ce qu'on obtient. Eh bien, la courbe que nous voyons, qui est tracée considérant les segments bleus et rouges, est une fonction qui n'est pas continue sur 0,1, il n'y est pas non plus strictement monotone, mais si on regarde un peu avec la droite, alors je vais redemander à le piloter, il y aura toujours à droite d'équation y égale k qui coupera cette courbe en un seul point à condition de mettre des petits crochets sur certains points. Voilà. Et alors, un phénomène qui est curieux, quand j'avais construit cette figure il y a très longtemps, parce que ici j'utilise un vieux logiciel qui s'appelle GeoPlan, c'est que si on poursuit le procédé, voilà ce qu'on obtient. Et alors, curieusement, quand on continue, on a l'impression qu'on retrouve la fameuse droite, enfin, la fameuse courbe de f. Mais en fait, il y a une infinité quasiment là de points bleus et de points rouges. Alors, je vais reprendre le premier tracé, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais placer un point sur la courbe, et puis on va le faire bouger. Alors, je vais revenir en 0 quasiment. Donc, le point décrit le premier segment, le point M. Bon, après, il va s'appeler N parce que je suis obligé de le modifier. Voilà. Voilà la courbe. Bon. Alors, quasiment la même configuration. Je ne vais pas trop insister, sauf que là, on va découper en 3 morceaux. Ah, il ne veut pas. Joli, n'est-ce pas? Alors bien évidemment, on peut se poser la même question pour le théorème des valeurs intermédiaires. En fait, la réciproque est fausse. Alors je vais vous donner un petit exemple graphique avec le logiciel GeoGebra. Bon, j'espère que vous comprenez que la courbe de f est constituée du segment AB et puis du segment CD, mais le point C n'appartient pas à la courbe. Et ici, eh bien, l'équation f de x égale k aura toujours au moins une solution, mais la fonction n'est pas continue sur l'intervalle. Et puis, bon, pour l'autre, je vous ai fait une petite représentation graphique aussi. Et là, j'ai coupé en 3. Bon. C'est la même idée que ce que vous avez vu tout à l'heure avec le logiciel GeoPlan. Alors, un exercice à propos d'une équation. Alors, je me souviens plus si je me suis inspiré d'un sujet de bac ou si je l'ai créé. Mais je sais que j'avais donné ce genre d'exercice certainement en contrôle. Partie A, on considère l'équation grand E, exponentielle x égale 1 divisé par x dans l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, puisque 1 divisé par x, on n'a pas le droit à x égale 0 notamment.
On a représenté les courbes C1 et C2 d'équations respectives y égale exponentielle x et y égale 1 sur x sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, vous voyez la figure. La courbe C1 qui correspond à la fonction exponentielle et la courbe C2 qui correspond à la fonction inverse. Uniquement sur 0 plus infini ouvert en 0 a priori puisque C2 ne touche pas l'axe des ordonnées. Alors la question 1, placez le point d'intersection des courbes C1 et C2 notez K sur le graphique. Deuxième question, par lecture graphique, donnez sans justifier un encadrement entre deux entiers consécutifs de l'abscisse notée xk et de l'ordonnée notée yk du point K. Partie B, la fonction petit f est définie sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 par f de x égale x exponentielle x moins 1. Question 1, déterminer la limite de la fonction petit f en plus infini. Question 2, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Question 3, démontrer que l'équation f de x égale 0 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Petit b, à l'aide d'une calculatrice, montrer que alpha est strictement compris entre 0,56 et 0,57. Question 4, on considère le point K défini dans la partie A. Petit a, justifier que xk égale alpha. Et petit b, à partir de l'encadrement du réel alpha, déterminer un encadrement de l'ordonnée du point K yk à l'aide de nombres décimaux ayant 3 chiffres après la virgule. Bon, genre de question, on voit pas trop au bac, mais bon, je pense que vous comprenez à peu près de quoi on parle. À vos feuilles et vos stylos, jeunes gens. Enfin, en tout cas, pour les élèves de terminale, c'est l'idéal d'essayer de chercher. Vous pouvez télécharger donc le document et puis chercher, mais je vais faire la correction évidemment dans quelques instants. Partie A, question 1, placer le point d'intersection des courbes C1 et C2 notez K sur le graphique. Bon, je pense que ça, c'est une question très facile. On a le point K. On projette verticalement sur l'axe des abscisses, on obtient XK et on projette le point K horizontalement sur l'axe ordonnée, on obtient YK. Question 2, par lecture graphique, donner sans justifier un encadrement entre deux entiers consécutifs de l'abscisse notée XK et de l'ordonnée notée YK du point K. Bon, d'après le graphique, il me semble que c'est à peu près clair que XK est strictement compris entre 0 et 1. XK semble proche de 0,5. Et pour YK, YK est plus proche de 2 que de 1. On pourrait dire à peu près 1,8 peut-être. Donc YK est compris entre 1 et 2. Strictement compris entre 1 et 2 d'ailleurs. Donc partie B, déterminer la limite de la fonction petit f en plus infini. Alors, on rappelle que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, f de x égale x exponentielle x moins 1. Alors on essaye d'analyser un peu cette expression au brouillon quand x tend vers plus l'infini. Petit x tend vers plus infini, exponentielle x tend vers plus infini, donc le produit va tendre vers plus infini, et plus infini moins 1 donne plus l'infini, pas de forme indéterminée, et ensuite on essaie de rédiger. Donc la limite de petit x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini, et la limite quand x tend vers plus infini exponentielle x, c'est plus infini. Donc par produit, nous allons obtenir que x exponentielle x tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Et donc, en enlevant 1, on va obtenir que x exponentielle x moins 1, quand x tend vers plus infini, tend vers plus infini. Donc, la limite de la fonction f en plus infini, c'est plus infini. Question 2, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, f de x, c'est x multiplié par exponentielle x moins 1. Alors, je disais à mes élèves, essayez de mettre quand même le symbole multiplié, comme ça vous pensez à dériver un produit. Et puis la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, on a juste à dériver ici x fois exponentielle x. Alors on utilise la formule f égale u sur v, donc f' égale u' v plus uv'. Donc f' de x égale 1 multiplié par exponentielle x
plus x multiplié aussi d'ailleurs par exponentielle x. On va essayer de factoriser puisqu'on voit un facteur commun exponentielle x et donc on obtient f' de x égale x plus 1 facteur d'exponentielle x. Alors, pourquoi factoriser? Parce qu'en général, pour étudier le signe d'un produit de facteurs, on y arrive en général, alors que pour une somme de termes, c'est pas tout à fait la même chose, quoi qu'ici on pourrait le faire. Mais bon. Alors, f' de x égale x plus 1 facteur d'exponentielle x. Exponentielle x, évidemment, c'est un nombre qui est toujours strictement positif. Donc, la dérivée du signe de x plus 1. F' de x a même signe que x plus 1. Alors, on pourrait effectivement procéder ainsi. Mais comme ici, on sait que x est un réel positif, on ajoute 1, x plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, x plus 1 est forcément strictement positif. Comme x plus 1 est strictement positif et exponentielle x aussi, le produit est strictement positif et donc f' de x est strictement positif. La fonction f' est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, donc f est strictement croissante sur cet intervalle 0 plus infini fermé en 0. On calcule f de 0, qui vaut 0 multiplié par exponentielle 0, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins 1, et qui est égal à moins 1. Pour la limite en plus l'infini, on l'a vu à la question précédente. Bon, je vais quand même ajouter dans la rédaction. Donc on dresse le tableau des variations de petit f en tenant compte du fait que f' est strictement positif sur 0 plus infini, f est strictement croissante sur 0 plus infini. On n'oublie pas d'indiquer la valeur de f de 0 qui est moins 1 et la limite en plus infini qui est plus l'infini pour obtenir un tableau complet. Alors avec une calculatrice, par exemple le jour du bac, d'un contrôle, n'hésitez pas à aller tracer la courbe de f même si c'est pas demandé. Donc là je l'ai fait avec le logiciel GeoGebra et j'anticipe un petit peu la question d'après où on va s'intéresser au point d'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses. Alors ce point, je considère qu'il a pour abscisse alpha. Alors avec GeoGebra ici, on voit que alpha a l'air d'être compris strictement entre 0,5 et 0,75 par exemple. GeoGebra nous donne environ 0,56714. Avec une calculatrice, on peut aussi obtenir cette valeur. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que les vidéos sont assez longues. Donc la question 3, c'était démontrer que l'équation f de x égale 0 possède une solution unique, notée alpha, dans l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Alors, première méthode, une rédaction possible le jour du bac, c'est pas celle que je préfère, mais bon. En fait, vous indiquez que entre moins 1 et plus infini, eh bien, on passe par la valeur 0, automatiquement. La flèche indique la continuité, la flèche qui monte indique que la fonction ici est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Et puis vous placez alpha sur la première ligne. Et vous pouvez dire, d'après le tableau ci-dessus, l'équation f de x égale 0 possède une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Alors moi je préfère la méthode 2 où on va rédiger, un peu comme ce qu'on a vu dans le cours. Alors ici, on va dire que f est dérivable sur 0 plus infini, fermé en 0, donc f est forcément continu sur 0 plus infini. Alors on l'a pas démontré que f était dérivable sur 0 plus infini, mais en général, dans les textes de bac, on vous le dit. On admet que la fonction est dérivable sur 0 plus infini. D'après l'étude des variations, la f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, l'image par f de 0 plus infini, c'est, d'après le tableau de variation, moins 1 plus infini. Alors ici, on fait un peu une extension du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'on ne travaille plus sur un intervalle fermé petit a petit b, mais ici avec une borne infinie, mais le théorème est encore valable. Le réel 0 appartient à moins 1 plus infini. Et donc, on en déduit que l'équation f de x égale 0 possède une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.
Alors j'avais toujours des élèves qui, et je le comprends d'ailleurs, hein, qui essayaient de résoudre f de x égale 0. Alors ici, f de x égale 0, qu'est-ce que ça nous donnerait? X exponentielle x moins 1 égale 0, x exponentielle x égale 1, et puis après on ne sait pas comment faire. Et en fait, on ne sait pas résoudre algébriquement l'équation f de x égale 0. C'est pour ça que, notamment dans la question, on vous dit démontrer que l'équation f de x égale 0 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Et donc là, on sent qu'il faut aller chercher le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Ce que j'appelais moi tout à l'heure le théorème de la solution unique. Bon. Alors, parfois, on peut résoudre algébriquement. Parfois. Question 3b. À l'aide d'une calculatrice, montrer que alpha est strictement compris entre 0,56 et 0,57. Alors, je ne vais pas aller prendre une calculatrice. Je l'ai fait dans de nombreuses vidéos. Vous pourrez vérifier. J'espère que je ne me suis pas trompé que f de 0,56 est environ égal à moins 0,020. Alors, j'ai mis 3 chiffres après la virgule parce qu'ici, on a besoin de 3. F de 0,57 environ plus 0,008. Alors, le plus ne sert à rien, mais moi, j'aimais bien qu'on le mette. Comme ça, on sait qu'on passe d'un nombre strictement négatif à un nombre strictement positif. Donc, on peut dire que f de 0,57 est strictement inférieur à 0, strictement inférieur à f de 0,57. Donc, f de 0,56 strictement inférieur à f de alpha, strictement inférieur à f de 0,57. Et comme f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, on passe des images aux antécédents en conservant le sens des inégalités. Alpha est strictement compris entre 0,56 et 0,57. Alors, si f avait été strictement décroissante, il aurait fallu changer le sens des inégalités. Mais en général, on ne peut pas se tromper puisque, voilà, il faut que ça soit quand même rangé dans le bon ordre. On a 0,56 qui doit être forcément inférieur strictement à 0,57. Question 4a. Justifier que xk égale alpha. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur, en fait, xk? Eh ben, on sait que exponentielle xk, c'est égal à 1 sur xk, puisque le point k est le point d'intersection de la courbe de la fonction exponentielle et la courbe de la fonction inverse sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Et donc, on peut dire, en multipliant par xk, que xk exponentielle xk, c'est égal à 1. Ensuite, ça nous donne xk exponentielle xk moins 1 égale 0. Et donc, en fait, on trouve que c'est f de xk égale 0. Et nous, on a vu que dans ce cas-là, xk égale alpha. Question 4b. À partir de l'encadrement du réel alpha, détermine un encadrement de yk à l'aide de nombres décimaux ayant 3 chiffres après la virgule. Alors en fait, on dit à partir de l'encadrement du réel alpha, mais alpha c'est aussi xk, hein, d'après la question 4a. Donc xk, il est strictement compris entre 0,56 et 0,57. Eh bien, on va aller chercher en fait l'inverse. Donc 1 divisé par xk, alors attention, normalement on change le sens des inégalités. Et donc, ça veut dire que 1 sur 0,57 est strictement inférieur à 1 sur xk, strictement inférieur à 1 sur 0,56. Et donc, comme yk est égal à 1 sur xk, ici, en utilisant une calculatrice, on va obtenir 1,754 strictement inférieur à yk, strictement inférieur à 1,786. Je vais quand même peut-être aller chercher une TI. Calculatrice, 1 divisé par 0,57 va nous donner une borne inférieure. Attention, comme on garde que 3 chiffres après la virgule, ici il faut garder la valeur approchée par défaut à 10-3 près, c'est-à-dire 1,754. Avec la touche précédente, second entrée, on va remplacer le 7 par un 6 pour obtenir un majorant de YK. Et là, on va obtenir,
va prendre la valeur approchée par excès à 10-3 près, 1,786, pour être sûr de rester dans le bon intervalle. Donc on a vérifié effectivement cet encadrement. Alors d'un autre côté, on sait que YK c'est exponentielle XK, donc comme XK est strictement compris entre 0,56 et 0,57, eh bien quand on passe à l'exponentielle, la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, donc sur 0 plus infini fermé en 0 ici. Exponentielle 0,56 est strictement inférieur à l'exponentielle XK est strictement inférieur à l'exponentielle de 0,57. Et en prenant une calculatrice, on va pouvoir encadrer YK entre deux nombres décimaux avec 3 chiffres après la virgule et on va trouver 1,750 strictement inférieur à YK, strictement inférieur à 1,769 et on va vérifier avec la calculatrice. Donc ici, pour exponentielle 0,56, on obtient une valeur approchée. Même travail pour exponentielle 0,57. Et donc, on peut dire que YK est strictement compris entre 1,750 et 1,768. 69, pardon. Alors, on a deux encadrements de YK, et donc pour les deux minorants 1,750 et 1,754, on peut prendre le plus grand, c'est-à-dire 1,754, et pour les deux majorants, on peut prendre le plus petit. Et donc finalement, on peut dire que YK est compris entre 1,754 et 1,769. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et que la force soit avec tous les élèves qui étudient. Et tous ceux qui étudient comme moi. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.